Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on part sur un nouveau cycle d'investigation avec Laurent et Lisa. Laurent, il sera avec moi aujourd'hui pour guider ce cycle, pour pouvoir poser des questions sur la thématique de l'Égypte ancienne. Est-ce que tu veux te présenter un peu, Laurent, ou est-ce qu'on commence directement? Oui, bonjour d'abord, bonjour Charlène, bonjour Lisa, bonjour à tous. Moi, je suis, disons, un chercheur de la conscience et j'ai toujours été attiré par l'Égypte ancienne et puis par d'autres thèmes. Et je me suis rendu en Égypte aussi. Et j'aimerais savoir l'origine, en fait, des pyramides. Et donc, un petit peu le thème d'aujourd'hui, ce serait qu'on recherche cela avec Lisa, qu'on aille dans l'histoire ancienne et qu'on recherche la façon dont ces pyramides ont été construites. Parfait. On va commencer à se connecter, Lisa, pour commencer. J'aimerais, avant qu'on commence ce cycle, que tu me dises où tu vas pouvoir aller chercher tes informations sur l'Égypte ancienne. Est-ce que tu as une conscience qui est au service à tes côtés ou non? Pour l'instant, je suis dans le cosmos. J'ai beaucoup de consciences qui gravitent autour de moi, qui ont expérimenté dans cette partie-là. Et en fait, c'est comme si j'attendais le feu vert pour plonger sur Terre et à l'endroit où je dois aller. D'accord. Je veux Je, simple. je, je pense pas que j'aurai une conscience en particulier qui viendra me répondre. Je pense que ça sera un ensemble de consciences qui ont été incarnées à ces moments-là. Ok. Je veux simplement que toutes les consciences qui viennent à toi lors de ce cycle, que tu puisses scanner à chaque fois leur ADN, à Mm. scanner à savoir s'ils sont bien à ton service et non dans l'individualité. Je vais pas le répéter à chaque fois pendant le cycle. Je te donne l'induction maintenant Mm. pour tout le cycle. C'est bon, pas de souci. Parfait. Je te laisse plonger, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Et Laurent, tu vas pouvoir débuter avec une première question sur l'Égypte ancienne. Bonjour Lisa. Alors j'aimerais, si c'est possible, que tu ailles voir le plateau de Gizeh. C'est à côté de la ville du Caire, euh, en 3000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a à peu près 5000 ans par rapport à aujourd'hui, et que tu puisses te positionner sur ce plateau et regarder, me décrire ce que tu vois autour de toi. Alors, je suis calquée sur deux choses. C'est très bizarre parce que c'est comme si j'avais deux calques qui étaient positionnés l'un sur l'autre. J'ai la première image que j'ai, c'est je suis sur le plateau, mais la pyramide n'est pas encore là. Et la deuxième que j'ai, quand tu m'as donné du coup moins 3000 avant Jésus-Christ, par contre, il y avait la pyramide, mais moi j'étais comme bloquée dessous, comme s'il y avait des sous-sols, des souterrains, mais encore des couches qu'on n'aurait pas découvertes en fait. Hmm. C'est vraiment comme s'il y avait même des consciences bloquées. C'est très noir, je suis dans un dédale de tunnels et comme s'il y avait plein de caveaux et de tombeaux, mais vraiment sous la terre. Je pense qu'on doit être à peut-être 300, 500 mètres sous la terre. C'est très profond pour le coup. D'accord. Donc ce plateau a été utilisé pendant pas mal de temps comme effectivement comme lieu euh, pour enterrer les gens, donc comme tombeau, Mhm. et aussi pour probablement d'autres raisons. Et la pyramide qui m'intéresserait de voir, c'est la pyramide de Khéops, euh, donc la grande pyramide, la plus grande pyramide de Mhm. Gizeh, et voir si elle est là physiquement en 3000 avant Jésus-Christ ou si simplement les sous-sols de cette pyramide sont, sont, sont présents, quoi. Est-ce que tu vois les sous-sols, je comprends que tu les vois, est-ce que tu vois la pyramide au-dessus ou non? Pour moins 3000, oui, je la vois.
Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que tu me dis, c'est le terme plateau. Euh, En fait, ça revient du coup à ce premier calque que j'avais où je te disais que moi j'étais sur le plateau face à ce genre d'étendue. En fait, ça tourne. C'est comme si cet endroit-là spécifiquement, on était sur des plaques énergétiques très puissantes en fait, avec qui te donnent certaines facultés, qui t'amènent une sorte de clairvoyance, mais en tout cas, il y a quelque chose d'énergétique de très fort qui se passe à cet endroit-là. Mais Mais c'est je un pense plateau, que c'est également un lieu où il y a eu beaucoup de magie de fait, qu'elle soit blanche ou noire. mais c'est un plateau qui est dans le physique ou qui est dans le subtil? Bah, du coup, c'est le plateau physique qui est calqué sur le plateau subtil, en fait. Hmm, d'accord. Est-ce que tu vois le Sphinx à côté Oui, de la pyramide? mais D'accord. je le vois comme plus éloigné, Oui, comme s'il n'était pas, il régissait pas ce plateau énergétiquement, comme s'il avait moins sa place que les autres. d'accord. Ok. Est-ce que euh, tu vois des choses particulières sur cette pyramide? Est-ce qu'elle est la forme extérieure? Est-ce que tu vois un revêtement particulier à son sommet, sur les côtés? Pour moi, c'est une pyramide qui est assez particulière. C'est celle, on me dit, c'est celle des dieux, en fait. Et donc, je vois beaucoup de trésors, de parts qui ont été laissés dans cette pyramide, mais à l'extérieur aussi. C'est comme si chaque goutte de sueur, de sang qui avait mené au fait de l'ériger avait contribué à sa grandeur divine, si on peut dire ça comme ça. Et pour moi, à son pic, euh, en fait, je vois une sorte de triangle d'or qui est posé au-dessus, et il y a un énorme rubis à l'intérieur et un scarabée. D'accord. Il y a donc un sommet en forme pyramidale dorée Ouais, ou en or. ouais, en or. Mais ça, je pense que pour le coup, c'est plus dans le subtil et c'est la matérialisation du divin, en fait, pour les Égyptiens à ce moment-là. Hmm. D'accord. Alors, ce qui m'intéresserait, c'est de voir quand est-ce qu'elle a été construite, cette pyramide, et donc de remonter en arrière, peut-être 10 000 ans avant notre ère, donc par rapport à où tu te situes, 7 000 ans auparavant encore, donc moins 10 000 avant JC. Euh, est-ce que, est-ce que tu, est-ce que tu la vois sur ce plateau? Est-ce qu'elle est déjà construite ou elle ne l'est toujours, enfin, ou elle ne l'est pas? Moi, tout à l'heure, quand tu m'as fait me connecter, le chiffre que j'ai eu directement, c'est 7000. 7 Donc, 000? donc, il y a 7000 ans, donc je pense pour moi qu'elle a été construite aux alentours des moins 1500 avant Jésus-Christ. Hmm. Bah, Enfin, moins 5000 pardon, pas moins 1500. bon, Moins 5000 avant voilà, Jésus-Christ. d'accord. Donc, en moins 10 000, elle n'y est pas. Donc, Non, je pense pas. Pour moi, il y a comme des bases. Pour moi, il y a 10 000 ans, il y avait déjà ce truc de souterrain et de tombeau dont je te parlais tout à l'heure. Mais moi, je la vois pleinement érigée. Il y a, enfin, du coup, il y a 7000 ans. 7 000 ans, d'accord. Et est-ce que si tu te positionnes en 10 000 avant Jésus-Christ, est-ce que tu vois le Sphinx? Oui, mais je crois qu'il est en fin de construction. On est plus peut-être sur du 9000 ou 9500. D'accord. Ouais, 9500, quelque chose comme ça. Il est plus ancien donc que la pyramide de Khéops. Pour moi, oui. D'accord.
Est-ce que quand tu regardes ce sphinx, tu vois une tête de pharaon ou tu vois une tête de autre chose, une tête de lion, une tête d'un autre animal? Alors j'ai deux réponses encore. C'est très bizarre parce que tout fonctionne par calque sur ce cycle-là et c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Dans le physique, je vois une tête, je pense que c'est de pharaon, mais dans le subtil, la première chose quand je l'ai vue, c'est la tête, une tête de chat, donc ça doit être la tête d'Anubis, je pense. D'accord, intéressant. Hmm. Est-ce que si on regarde ce sphinx, est-ce que tu vois à l'intérieur des salles, des pièces qui seraient utilisées pour stocker des trésors, de l'information, euh, des choses pour notre époque, des Elle a pas archives? pu ta question. Elle a Je me pas suis pu, reçu, j'ai reçu une lance quand tu m'as posé ta question. elle a pas pu à qui? Un pharaon. Pourquoi? Parce que j'ai pas à aller mettre le nez dans ces divinités. Mais lui, il est plus là physiquement. Hmm. Je lui ai proposé de m'accompagner. Je lui ai montré que je suis pas là pour voler ou pour piller ou quoi que ce soit. Mhm, C'est juste pour observer et apprendre. mhm. Et on n'est pas non plus obligé de partager ce qu'il ne veut pas partager, mais l'idée c'est, y a-t-il effectivement ces archives et Hmm. qu'est-ce qu'elles contiennent en fait? Je veux bien que tu me reposes la question du coup, s'il te plaît, Laurent. Désolée. Donc la question c'est, y a-t-il une salle d'archives qui est à l'intérieur du Sphinx et qu'est-ce qu'elle contient? Moi, on me montre une sorte de losange, mais en 3D. Et en fait, à l'intérieur, c'est comme s'il pouvait s'ouvrir. Et à l'intérieur, il y a une bille d'or et on dit que c'est la bille de la connaissance sacrée. Mhm. Et on me dit que c'est le bien le plus précieux de ce sphinx-là. D'accord. C'est celle qui est à l'origine de la grandeur. Est-ce que Et ça, après, il ça... y a d'autres choses. Il y a des testaments, enfin, il y a des écrits. Il y a plusieurs choses. Mais c'est le bien le plus précieux qui contient, en tout cas. Et Est-ce que c'est... ça pourra être partagé parce qu'il y a 2 secondes, Laurent, vu qu'il a dit ça peut ne pas être partagé. Je veux savoir si ça doit être coupé ou pas. Non, il me l'a montré, justement. Il est toujours à côté de moi, cet ancien pharaon. Mhm. Et il me donne l'accord à chaque fois pour parler, pour voir ce que je peux partager ou pas. D'accord. Est-ce que cet ensemble, disons cette bille, ces testaments, sont en 3D ou sont en dimension supérieure? Autrement dit, pouvons-nous y accéder en 3D ou pas? Les écrits, pour moi, oui, ils sont en 3D. Il y en a beaucoup qui sont décomposés, mais il en reste quelques-uns. Pour moi, par contre, ils sont quasi, voire impossibles à traduire par nos connaissances d'aujourd'hui. Mhm. Et cette petite bille de conscience supérieure, en fait, c'est comme si le losange dans lequel elle était se trouvait dans une... En fait, enfin, c'est vraiment une pyramide dans laquelle elle se trouve, mais une pyramide qui est du coup dans les deux sens. Tu vois, c'est comme si j'avais deux pyramides collées. Mhm. Et elle se trouve dans un coffret. Le coffret, lui, pour moi, est physique. Mais il y a une sorte de sortilège ou quelque chose comme ça autour de l'écrin qui contient la bille, qui fait que du coup, c'est pas visible dans le physique. D'accord. Donc il y a une sorte d'écran qui permet de cacher
l'objet. Mm. Et euh, ces documents, ces testaments, ces documents, sont-ils relatifs à l'Égypte ancienne ou avant cela à la civilisation qui a amené la création de l'Égypte ancienne? Autrement dit, est-ce que c'est lié à l'Atlantide, par exemple? Mm. Alors, ça concerne pas que l'Égypte. Il y a des documents qui datent d'avant, comme tu disais, mais je vois aussi qu'il y a des documents qui, enfin, ils sont écrits en langage dialecte, du coup, je sais pas si on peut dire égyptien, mais écrits à ce moment-là, mais les connaissances viennent d'ailleurs, comme si il y avait des gens très connectés. C'est assez bizarre, hein, mais on me montre un triangle en fait dans le monde où il y aurait eu des transmissions de pensée et de raisonnement et de, de manière de fonctionner entre des populations qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui ont eu à peu près les mêmes méthodes en fait. Mm. Et donc c'est comme si quand quelqu'un faisait une avancée, il prévenait le groupe qui était ailleurs sans avoir aucun lien physique et qui se retransmettait en fait, un peu à la manière de la canalisation. D'accord. Ils communiquaient par la pensée. Alors, entre ces groupes, ils étaient conscients de chacun d'eux, mais ils étaient répartis sur la planète. C'est ça? C'est ça. Et c'est vraiment, c'était des gens avec des consciences assez supérieures pour le coup. C'était des gens qui avaient une élévation de pensée assez importante, qui entraient beaucoup en méditation. Je pense qu'il y avait un peu le rôle des sages ou des chamans aussi, qui pouvaient apporter du coup des réponses. Est-ce que c'est ça qui expliquerait la présence de pyramides, par exemple, sur toute la surface du globe, alors que, semble-t-il, à l'époque, les civilisations ne pouvaient pas forcément voyager aussi loin. Quoique, je ne sais Ouais. pas, peut-être qu'elles pouvaient aussi voyager, hein. Pour moi, le triangle dont je te parle, du coup, il y a tout ce qui est Égypte, etc. Il y a l'Amérique du Sud. Et le troisième, je pense qu'il est il est un peu moins fixe, mais pour moi, c'est l'Indonésie, je crois. Mm. Ouais, d'accord. Est-ce que tu aurais le nom de la civilisation égyptienne de l'époque, donc disons en 9000 avant Jésus-Christ? Comment s'appelait ce royaume? As-tu un nom qui te vient? Oh là là, les noms en hypnose, c'est super dur. Là, c'est toujours le moment où Charlène se moque de moi quand elle me pose ce genre de questions parce que les noms, c'est compliqué et en plus, c'est dans des dialectes anciens. Donc, Bon, je peux alors, essayer de te donner à peu près avec les consonants. ouais, 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 Toi, tu ouais, as à des peu près. propositions et je te dis celle qui résonne le plus. J'ai le royaume de Kem. Moi, j'ai un truc un peu plus long. Euh... Moi, j'ai Croeps ou Crêpes ou quelque chose comme ça. Ou Kemps ou... Mais pour moi, le cas résonne. Et je pense qu'il y a un PS à la fin. Il est possible que ça se prononce différemment, hein, C'est Kems, Kems. possible. C'est Ok, possible, ouais. ok. Alors, on va essayer de se focaliser maintenant sur la pyramide de Khéops, enfin celle qu'on appelle Khéops. D'ailleurs, donc celle-là, on revient en 5000 avant Jésus-Christ, au moment de sa construction. Hmm. Est-ce que tu peux voir la scène et voir comment cette pyramide commence à être construite? Le plateau sur lequel cette pyramide est construite est parfaitement plat. Je crois Hmm. qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 7000 ans après sa construction, il y a un écart de 2 centimètres entre un côté du plateau et l'autre côté sur la base de cette pyramide. Donc,
D'abord, il y a une fondation qui est extrêmement plane. Mm. Et je voulais savoir si tu vois qui a dessiné cette pyramide. Pour moi, justement, c'est l'une des personnes dont je te parlais tout à l'heure qui se connecte avec les différentes civilisations. En Égypte, je suis pas sûre que ça soit un chaman ou ce genre de choses. Pour moi, t'es plus, c'est comme s'il y avait un titre d'architecte divin dans l'Égypte ancienne. D'accord. Et c'est quelqu'un qui a accès à on me dit, à des calculs supérieurs de l'univers. Et donc, Effectivement, c'est parce comme s'il ouvrait son chakra couronne et je le vois presque dessiné à main levée, en fait. Tu vois, les yeux fermés, dessinés, et après avoir tous les calculs, mais c'est comme si tout lui venait de manière super fluide, en fait. d'accord. Et après, Donc, c'est comment? Avec des machines à la main? Il y a une base à la main, mais je les vois utiliser pas mal de machines, ouais. est-ce que c'est des machines de l'époque, c'est-à-dire des machines en bois, en métal, etc., ou est-ce que c'est des machines plus sophistiquées qui ressemblent à des machines d'aujourd'hui? Ouais, c'est entre les deux. Euh, je vois avec des matériaux assez primaires, notamment le bois, etc. Euh, mais par contre, dans l'imagination et l'évolution de l'appareil, je vois quand même quelque chose d'assez recherché, tu vois, avec des mécanismes de poulies, c'est presque comme des grues en fait, mais sans le côté électrique et mécanique, mais de manière industrielle en fait. Hmm. Mais il y a vraiment cette ingéniosité de construire des machines que c'est comme si ce savoir-faire il s'était oublié et qu'on l'avait retrouvé avec la mondialisation par la suite. Et ces mécaniques, c'est la même chose que pour l'architecte. Elles sont reçues par canalisation, disons, elles sont reçues de la conscience supérieure, ou Euh, elles ont été amenées par d'autres gens. En fait, moi, je les vois un peu travailler. Il y a un peu comme un groupe de travail. Donc, tu as l'architecte supérieur au bout de la table qui est entouré par des maîtres d'œuvre. Et donc, si tu veux, il y a l'architecte, on lui donne, c'est comme si on lui donnait le, le- l'idée qu'il fallait construire un nouvel outil, un nouvel engin, avec, on lui donnait aussi le but de cet engin-là, éventuellement quelques pistes, mais en fait, après, c'est vraiment ce côté collégial, tu vois, où tous les cerveaux se réunissent et élaborent des techniques par rapport aux moyens qu'ils ont, etc. Mais je vois parfois des choses qui paraissent innées dans la construction, comme s'ils ils bloquent pendant parfois 3, 4, 6 mois pour un élément d'un engin, et en fait, un beau matin, on va se réveiller, on va trouver la solution miraculeusement, tu vois. Mais après, on l'a vu D'accord. aussi dans beaucoup de sessions, des personnes qui sont mortes en se tuant à la tâche en, en construisant des pyramides. Oui. C'est pour ça que je disais que le socle était quand même fait à la base de manière humaine, à chaîne humaine, mais dans tous les cas, même après en élevant les étages, malgré l'aide de machines, il y avait toujours beaucoup d'hommes qui, pour moi, géraient la construction de cette pyramide, qui étaient d'ailleurs esclaves en fait Mm, de cette production. mm. Tu vois, un peu de la même Alors, manière qu'un chantier aujourd'hui, tu vas construire une maison, ok, tu vas avoir ta grue, machin, tout ça, mais tu as quand même besoin de plusieurs artisans pour pouvoir ériger les murs, pour pouvoir faire différentes choses. Et bah du coup, enfin, ça fonctionne un peu pareil, j'ai l'impression, mais à beaucoup plus grande échelle dans l'Égypte ancienne. Et des esclaves. C'était pas des Oui, ouvriers. non. Voilà. Mm. et alors, il y a des blocs considérables qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes, voire ouais, plusieurs dizaines de tonnes, qui ont été déplacés, semble-t-il, de carrières assez lointaines jusque sur le plateau de Gizeh. Comment ont-ils fait pour déplacer
des blocs aussi importants d'aussi loin? Il y a eu plusieurs techniques. Pour moi, celle qui a été quand même vachement privilégiée, ça a été celle des hommes. Le fait de tracter justement avec tous ces esclaves, un peu comme un cortège, tu vois. Et c'est ce qui fait que la pyramide, tu vois, je te disais au départ qu'il y avait beaucoup de sueur et beaucoup de sang sur les pierres. Et c'est vraiment la mémoire de tous ces gens qui se sont tués à la tâche. Après, je vois des moyens aussi, alors peut-être des blocs qui arrivent de plus loin pour le coup, mais qu'on tracterait par bateau, par embarcation. D'ailleurs, autour de toi, là, en 5000 avant Jésus-Christ, est-ce que tu vois de la verdure ou est-ce que c'est aussi désertique qu'aujourd'hui? Très Il y bonne a question. plus de verdure en bord de Nil. En fait, je vois pas mal de petites oasis, tu vois, un peu partout, mais qui sont, enfin, quand je dis petites, c'est un peu un euphémisme, parce qu'elles sont quand même assez importantes. Mais le plateau, pour moi, il a toujours été plus ou moins désertique. Parce que justement, pour l'énergie qu'elle puisse bien se véhiculer, se matérialiser de manière juste, il y a besoin d'un champ désertique autour d'elle. Et est-ce que l'eau du Nil ou d'un canal provenant du Nil arrivait à proximité des pyramides pour amener ces blocs? Euh, je pense qu'il restait quelques centaines de mètres à faire, peut-être 1 kilomètre. Mais oui, ça rapprochait quand même pas mal. Parce que très récemment, ils ont fait des découvertes dans ce cadre-là. Ils ont effectivement trouvé qu'un bras du Nil ou un canal artificiel aurait été éventuellement construit pour rapprocher ces Hmm, blocs de la pyramide. Donc ça fait du sens. Ok. hmm. Tu ne Pour moi, vois, les Égyptiens, ils avaient aussi de par ce truc de connexion un peu supérieure, il y avait quand même déjà cette ingéniosité de mettre au profit la nature pour leur construction et non pas de lutter contre elle en fait. Tu vois, là où ils voyaient enfin, là où quelqu'un aurait vu une contrainte parce qu'il y avait le Nil à franchir, eux, ils voyaient ça comme une opportunité de ramener plus proche. d'accord. Tu ne vois pas de transport par moyen moderne, par exemple, d'ondes sonores, par la pensée, par des choses comme ça. C'est plutôt des modes classiques de transport, quoi. Sauf que ça demande beaucoup euh, de pouvoir, de main-d'œuvre humaine, quoi. Hmm. En fait, pour moi, il y a plusieurs niveaux dans les pyramides. La base, c'est vraiment très ancré de sang. Le deuxième niveau est ancré de sueur et le troisième est ancré d'énergétique, avec notamment la fameuse petite pointe en or. Et donc, pour moi, plus tu montes dans les étages, plus tu sollicites des niveaux de conscience élevés. Donc, c'est-à-dire que le bas de la pyramide, le sang, bah, c'est les esclaves parce que à l'époque, on n'en a rien à faire d'eux et leurs vies ne valent pas grand-chose. Le milieu, tu commences à avoir quelque chose de plus réfléchi, utiliser des machines, etc. Et le pic, par contre, le dernier palier, je pense qu'il y a pu avoir ouais, quelque chose au niveau des ondes, au niveau des énergies, pour aider à bien, comme souder le tout, en fait. Ok, donc justement, alors quelle était sa fonction? Disons, si tu te positionnes juste après la fin de la construction, donc Mhm. elle est terminée, elle possède apparemment pas quatre faces, mais huit faces, parce que chaque face est divisée en deux, donc il y a une orientation un peu particulière de chaque face. Et tu la vois terminée. À quoi elle sert? Quelle est sa fonction en fait? On me dit qu'elle sert de lien entre le ciel et la terre.
ils ont cherché à ériger un point culminant pour se rapprocher de la conscience divine. Et du coup, seuls les gens avec une conscience supérieure élevée, et donc considérés comme une incarnation divine sur Terre, méritent le droit d'entrer dans cette pyramide. D'accord. Je perçois quand même dans l'Égypte ancienne quelque chose d'assez assez sectaire, si on peut dire ça comme ça, d'assez catégorisé, tu vois. Les gens élevés restent entre gens élevés, les moyens restent avec les moyens, les esclaves avec les esclaves, et limite, faut pas regarder entre classes parce que sinon ça pourrait contaminer la classe supérieure s'ils regardent la classe inférieure, tu vois. C'est vraiment très catégorisé, très fermé, et donc du coup, même dans cette pyramide, tu ressens en fait que n'importe qui ne mérite pas d'y entrer. Et quand tu as été une personne qui a eu plusieurs incarnations, par exemple de la haute en Égypte, et que tu as une incarnation à l'inverse d'esclave en Égypte, quelle est ta place dans tout ça? Le peu de fois où, en fait, tu vas plus facilement d'un rôle descendant à montant que de haut à bas. Mhm. Les fois où ça arrive, cette sorte de rétrograde un peu, c'est que tu n'as pas écouté les ordres divins, on dit. Que tu n'as pas mis au profit l'intelligence qu'on t'a fournie. Et donc, tu dois réapprendre. Y a-t-il un lien entre cette classe dirigeante qui, semble-t-il, a des capacités cognitives ou des capacités d'accès à la conscience supérieure Mm. et leur ADN et l'origine de ces gens? Est-ce qu'il y a un lien avec, par exemple, l'Atlantide ou pas? Il y en a qui ont un lien, oui. Et il y en a qui ont un lien. Après, je le vois pas ancré dans leur ADN. Ils sont pas forcément à la base prédisposés à. Enfin, t'as pas plus de chances qu'un autre de vivre cette incarnation. Ça vient aussi un peu en fonction de ce que tu as besoin d'expérimenter. Après, je vois que il y a beaucoup de gens aussi qui en sont sortis traumatisés de ces, si on peut appeler ça, hautes incarnations en existentiel. Parce que justement, Traumatisé. la pression qu'on te mettait sur le dos d'un point de vue énergétique était très souvent problématique et générait des soucis d'ego, notamment. Mhm. Et cet ego venait en opposition à la conscience supérieure, alors. Exactement. Et puis, on est arrivé aussi à un point avec des hommes qui se prenaient pour des divinités aussi à canaliser avec des intermédiaires à longueur de journée, etc. Il y en a beaucoup à qui ça fait perdre la tête. Et donc, il y en a beaucoup qui ont enchaîné des incarnations très chaotiques par la suite, par punition, en fait, de ce surego. Mhm. Ouais, punition ou conséquence, ouais, d'accord. Dans la chambre du roi, il y a une espèce de sarcophage en pierre, en granit, qui n'est pas fermé, dans Mm. lequel on n'a jamais rien trouvé d'ailleurs. Et est-ce que ce sarcophage, à quoi il servait en fait? À quoi servait-il? Pour moi, on entreposait là les momies des pharaons, mais on me dit que sur 10 jours. En fait, c'est comme s'il y avait des rituels. Pendant 10 jours, tu les laissais là. Après, tu les sortais, je pense, pendant 3 semaines et tu les remettais 3 mois. Et en fait, ça correspond aux différents niveaux de décomposition du corps et de l'esprit. Et donc, une fois que tu as passé ces 3 mois, après, ils sont envoyés dans des sortes de pyramides secondaires, en fait. Dans des caveaux, dans des tombeaux, dans des périmètres Ouais, secondaires, ok. mais plus loin, du coup, en dehors du plateau, pour qu'ils aient le repos éternel, on dit.
Ok, donc en fait, il y avait tout un processus cérémoniel dans lequel on amenait le pharaon qui était décédé pendant plusieurs jours dans ce tombeau. Il y avait un Mm, certain nombre de rituels. Puis ensuite, on ressortait le corps, puis on devait peut-être le travailler, l'embaumer davantage ou faire quelque chose dessus. c'est ça. Et après, on le remettait pendant 3 mois D'accord. pour du coup, en fait, les 10 premiers jours, c'était l'ascension du corps. Et du coup, une fois qu'on reprenait soin en fait, on prenait soin du corps, mais plus en profondeur pendant ces 3 semaines. Et on le remettait pour l'ascension de l'esprit, du coup. Et on disait aussi que pendant ce laps de temps bah, du coup, ça fait 4-5 mois à peu près, euh, ça permettait aussi au pharaon décédé de passer sa succession et de transmettre les informations importantes pendant ce temps-là. Et ensuite, l'esprit pouvait monter. Mais après, Et du coup, aller vers les pyramides du repos éternel. tu parles de repos éternel. Est-ce qu'il y a déjà des momies qui ont été retrouvées par l'humain? Oui. Est-ce que ça, vu que apparemment ça a l'air d'une importance quand même assez exacerbée, est-ce que quand les humains déterrent ce genre de momie, ça leur cause des problèmes dans le subtil? Ça peut en fonction des momies, mais en fait, c'est pas lié forcément au corps en lui-même, c'est lié aux intentions qu'il y a dessus. Hmm. Je le disais au tout départ, mais il y a quand même beaucoup de magie blanche et de magie noire en Égypte, et c'est un pays où les intentions sont très développées, où ont beaucoup un énorme impact en fait. Et donc, tu peux facilement tomber sur des sortes, alors je sais pas si malédiction c'est le bon terme, mais en tout cas, ouais, tu peux facilement développer des soucis physiques. Ok, intéressant. Merci. On me dit que sur tous les événements dramatiques qu'il y a eu depuis la découverte des pyramides avec l'archéologie, on me dit il y a 50% on dit il y a 50% de malchance, enfin, de chance pour eux, et 50% de mystère. Hmm. Donc en gros, il y a eu 50% d'accidents et 50% liés à des intentions de causer. D'accord. Sur les éboulements, sur les maladies, les morts suspectes, etc. Hmm. Est-ce que, donc, quand tu regardes cette pyramide et son utilisation, cette utilisation, elle a duré combien de temps? Est-ce que ça a duré 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, plus ou moins? Et est-ce que sa fonction a changé dans le temps? Euh, alors là, oui, il y a eu différents paliers en fait d'utilisation. Pour moi, elle a pleinement arrêté de servir il y a 3 500 ans par là. Et sur la D'accord. fin, c'était beaucoup plus un lieu de pèlerinage et de, je vois notamment des femmes implorées pour guérir les enfants, etc. Hmm. Parce qu'on considérait qu'elle était pleine du coup d'énergie divine et que c'était là que les dieux pouvaient étaient le plus proches et pouvaient entendre les prières. D'accord. Et aujourd'hui, quel rôle elle joue, cette pyramide aujourd'hui, à part son rôle touristique? Déjà pour moi, elle n'est pas à sa juste place dans son rôle touristique. C'est une pyramide qui pourrait être encore très puissante, qui pourrait nous apprendre énormément sur un plan énergétique, parce que je la vois se faire transpercer de plein d'actes énergétiques qui l'alimentent. Et en fait, ces actes, à force de masse touristique, ils se déchargent. Euh, donc, c'est pas juste parce que ça prend une partie de l'histoire, en fait. Ça prend une partie de la magie qu'il y a autour de ce plateau-là. Et en fait, le vrai souci que ça pose, c'est que les gens ne viennent pas avec Hmm. le même respect profond et la même intention qu'avant.
Et donc, du coup, ça vient beaucoup polluer. Et elle est plus dans un rôle de défense aujourd'hui de son patrimoine intérieur et de sa fonction première que réellement dans sa juste place, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que je fais une petite aparté, parce que ça résonne beaucoup. Tu vois, ici en Bretagne, on a un lieu assez sacré où il y a des menhirs et où je me suis Mm. rendue, ouais, je me suis fait sacrément attaquer. Mais en fait, la conscience qui m'a attaquée, elle m'a attaquée parce qu'elle voulait me faire passer un message que justement ce lieu n'était pas respecté par les touristes et qu'il fallait bah, ne plus le rendre touristique, que c'était un lieu Mm. sacré, etc. Donc moi, j'ai expliqué à cette conscience que du haut de ce que je suis, je ne pouvais rien faire pour ça. Mais du coup, on peut voir que dans des lieux qui vibrent fort et haut, au final, on peut être sacrément attaqué parce que justement, les gens n'y vont pas avec les bonnes intentions. C'est hyper important quand on va dans ce genre de lieu de couper le téléphone, de ne pas avoir une cigarette à la main, de De ne d'avoir des pas rire aussi, on me dit. Les de, rires sont très mal perçus. de ne pas rire, d'avoir vraiment un grand respect du Mm. lieu. Et c'est important de le dire aujourd'hui, vu On- que tu ça quoi. Mm. Moi, on me dit que la seule insouciance qui est acceptée dans ce genre d'endroit, c'est celle des yeux d'enfant. Donc, même en tant qu'adulte, si tu regardes avec ton regard d'enfant, il n'y a pas de souci. On autorise, en fait, enfin, quand je dis on, c'est les énergies du lieu autorisent l'émerveillement tu vois, un peu d'enfant, d'insouciance, mais pas l'insouciance dans le comportement de respect et de dégradation, en fait. Mm. Oui, quand tu dis le rire, ce serait la moquerie plutôt, mais la joie, je pense elle est bienvenue quand même. Oui, si c'est de la joie profonde, oui, D'accord. mais il faut vraiment qu'elle soit profonde et parce que même le rire qui peut paraître anodin sans que ce soit de la moquerie, tu vois, par exemple, je te dis n'importe quoi, demain on va à la pyramide de Khéops, tu me racontes une blague qui a absolument aucun lien avec un manque de respect quelconque et je rigole, ça serait quand même mal perçu parce que je ne serais pas suffisamment en conscience avec les énergies du lieu et dans le respect du lieu, tu vois, dans D'accord. l'attention auquel il mérite. C'est ça que j'avais compris. Mm. Alors, l'architecte divin là, qui était à l'origine du dessin de cette pyramide, avec qui il était connecté ou de qui il recevait ses instructions? Moi, je vois qu'il y avait différentes consciences. Bah, du coup, il y avait déjà les consciences en Indonésie et en Amérique du Sud. Ils Au service. communiquaient beaucoup tous les trois. Est-ce qu'elles étaient toutes à son service? Oui, par Mm. contre, oui. Et en fait, après, il était connecté avec des, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais des sous-traitants de divinités. En fait, on le voit assez souvent dans les sessions en ce moment. euh, Quand on se connecte à des divinités ou quand on a des liens particuliers avec des divinités, c'est Mm. assez rare qu'on discute directement avec elles. Souvent, par exemple, tu vas avoir un intermédiaire qui va faire le lien entre cette divinité et toi. Donc, qui sera un peu des petits ouvriers, en fait. Et donc, c'est souvent avec eux qu'ils étaient en contact. Donc, ces Avec les divinités, mémoires des anciens pharaons aussi. ok, alors ces divinités intermédiaires, elles ont rien à voir avec la source. Alors, est-ce qu'elles sont, ou avec Dieu, entre guillemets, celui qu'on considère comme étant l'unique? Est-ce que donc c'est comment on pourrait appeler ça, des sous-divinités, comment? En fait, si tu veux, moi, enfin, ce que je perçois, je crois que c'était dans le cycle sur le haut astral qu'on avait déjà perçu avec Charlène. Euh, Moi, ce que je perçois dans le haut astral, c'est qu'il y a la source, donc, qui est du coup bah, à la base de la création des âmes, etc. Et en fait, pour moi, chaque religion, il y a vraiment un Dieu qui existe, c'est vraiment une conscience qui est présente, mais c'est comme si c'était un peu par sous-groupe, tu vois. Et donc, le Dieu comme on l'entend dans les religions, et que ce soit les religions monothéistes ou polythéistes, et pas forcément à la tête de tout le haut astral comme on pourrait le penser, selon moi ce que je perçois encore une fois, mais recevrait quand même tes prières et aurait quand même ce rôle de divinité dans le haut astral, tu vois. C'est pas de la même manière que tu as les groupes d'archanges, les groupes d'anges,
tu as le groupe du coup des divinités, enfin de Dieu avec le christianisme, etc. Le groupe avec les divinités égyptiennes, avec les divinités hindoues. Et du coup, tu as plein de petits groupes comme ça, en fait. D'accord. Et ces groupes sont constitués de gens qui croient, enfin, qui ont un système de croyance basé sur ces divinités, en fait. Bah, Est-ce que, la base de ces groupes-là, c'est vraiment les divinités, les consciences des divinités. d'accord. Mais elles tirent leur force des, De, des âmes qui croient en eux. oui, complètement. D'accord. Donc tout est Et basé sur de la la place, croyance. oui, beaucoup. Et de la place aussi, du coup, qu'elles occupent dans le haut astral. Mais oui, en effet, c'est beaucoup alimenté par la croyance, ouais. D'accord. Donc ces groupes sont en fait des systèmes de croyance. Est-ce qu'on peut appeler ça des, comment dire, euh, quel est le terme en français? Est-ce que ce sont des, en anglais on appelle ça des formes de pensée, des thought forms, des égrégores, ou est-ce que c'est uniquement oui, des groupes d'appartenance, de croyances en fait? Pendant une vie, tu crois, tu nais dans un système hindouiste et tu vas croire à certains dieux hindous. Dans une autre vie, tu vas croire à des divinités égyptiennes. Dans une autre vie, tu es chrétien. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe avec l'âme supérieure? Est-ce qu'elle est partagée entre différents groupes? En fait, pour moi, déjà, ces groupes, c'est pas des égrégores. C'est vraiment, tu vois, un peu comme, bah, je disais, les archanges, les anges, même les familles d'âmes, tu vois, les âmes changent de famille ou en fonction de leur essence. C'est assez catégorisé, tu vois. Et après, ça évolue. Ton âme, elle a sa croyance. Et de toute façon, ton âme a aussi une sorte de connaissance supérieure, tu vois. Ton âme, elle est capable d'aller puiser ses ressources et d'aller apprendre tout ce qu'elle souhaite dans le haut astral. Et après, l'incarnation est faite pour, euh, pour expérimenter quelque chose de plus humain, du coup, plus terrestre, plus concret dans la matière. Euh, et donc, c'est aussi un peu ce, pour moi, c'est pas parce que tu vas avoir une incarnation avec des dieux hindouistes et une incarnation bah, chrétienne, par exemple, que ton âme va automatiquement se tourner plus vers un groupe que vers un autre. C'est une manière générale aussi de regarder l'amour et les croyances qu'on a devant nous, en fait. Je sais pas si ça répond à ta D'accord. question, je crois que je me suis un peu égarée en répondre. Non, non, mais ça répond en partie. Ouais. Un jour, il faudra qu'on fasse une enquête plus spécifiquement sur ces Mais aspects-là, c'est vrai que c'est assez mais particulier, les religions, parce qu'en fait, c'est à la fois très lié euh, entre les différents groupes religieux et en même temps très ancré et très entremêlé avec la source. C'est un mélange de plein de choses en fait. On Donc en parle, c'est vrai que c'est toujours assez particulier. on en parle beaucoup dans le cycle de la source, justement. Ouais. Par Sophia, on explique, nous, comme on voit les choses, etc. Maintenant, après, c'est pas une vérité, mais nous, Mm. c'est comme ça qu'on voit les choses. Et je pense que ça explique un petit peu les questions que tu as sur les religions aussi dans ce cycle. d'accord. Et de toute façon, ce qui compte, et ça, peu importe les croyances et les religions qu'on a, c'est de pas avoir une vision fermée, en fait. Tu vois, tu peux très bien croire en certaines divinités ou certains dieux, et pour autant, tes prières arriveront tout autant à la source qu'à ton Dieu en question, parce que tu as la pureté dans tes intentions et dans ta manière de regarder le monde, tu vois. C'est aussi ça qui est à la base de tout, en fait. Et comment tu poses tes intentions, c'est ça. Mm. Donc cet architecte divin, pour en revenir à la pyramide, il était inspiré par d'autres groupes qui étaient présents à l'époque, qui communiquaient avec lui, et éventuellement aussi par des consciences supérieures qu'on pourrait appeler divinités supérieures, qui l'inspiraient également. Donc, Ouais. Par contre, je perçois que c'est que des groupes de personnes qui viennent de religions polythéistes, qui ont cette faculté de communiquer entre eux Mm. et de canaliser de cette manière-là, comme si du coup, c'était toujours l'ouvrier de la divinité la plus adaptée qui pouvait répondre à sa demande, en fait. Comme si tu... Alors, enfin, je sais pas si ça va faire sens ce que je dis, mais ce que je perçois, c'est comme si
si tu priais qu'un seul Dieu, du coup, bah, tu vois, c'est comme si tu chargeais sur les épaules d'une seule conscience, d'une seule personne, d'être capable d'absolument tout. Et donc, du coup, bah, t'es nulle part et partout à la fois. Et donc, dans les religions polythéistes, du moins à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une sorte d'efficacité parce qu'il y avait cette répartition des tâches entre les divinités. Chaque divinité avait un rôle bien défini, en fait, et bien propre à lui. Et donc, ça permettait aussi de concentrer les intentions et de répartir les demandes. Intéressant, merci. Ma dernière question serait pour le pharaon qui t'a accompagné dans le Sphinx. Mm. Pense-t-il qu'il y aurait une possibilité dans les années qui viennent de découvrir cet endroit, cette place? A-t-elle été découverte, cette salle d'archives ou pas? Et sinon, pense-t-il qu'il y a une opportunité dans les années qui viennent, avec une élévation de conscience globale, de pouvoir avoir accès à ces archives et de comprendre davantage leur histoire? Il me dit que pour lui, il faut attendre encore 3000 à 5000 ans pour qu'on ait, pour que énergétiquement ça soit lié, que ça soit du coup bien, que ces calques soient revenus à leur place d'origine et l'un sur l'autre et pas séparés. Et que là, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est notre niveau de conscience. On se ferme trop de portes par rapport à la logique. Qu'on refuse d'accepter certaines choses par simple sens qu'on ne comprend pas comment ça serait faisable. Et donc, Mm. du coup, cette rationalisation d'absolument tout est très néfaste, en fait, pour la créativité, pour la compréhension et pour, on me dit, pour l'aménagement et l'agrandissement de l'âme. C'est clair. Donc, il faudrait que ces calques soient collés niveau énergétique et qu'en plus, ça soit une personne avec un niveau de conscience supérieur, presque un peu comme les architectes divins, en fait, à la base, pour pouvoir trouver ce fameux coffre, etc., et même comprendre les archives qu'on trouverait. Faut juste Mais que il dit tu que c'est pas pour tout de suite. aies cette temporalité-là, Laurent, si tu as envie de voir ça un jour. Laurent, il va se mettre un réveil dans 5000 ans, il a dit, c'est bon, j'y vais maintenant. C'est maintenant que je me ferme. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Moi, j'ai fini les questions que j'avais de mon côté. Charlène, si tu en as d'autres. Ah non, franchement, c'était hyper pertinent. Tu as vu, j'ai même pas eu besoin d'intervenir. Je t'avais dit, Mm, tu vois, peut-être que je vais intervenir beaucoup. Mais non, non, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai juste écouté, ça m'a fasciné. Les questions étaient pertinentes. mm. C'était un cycle C'est super. très intéressant, ouais. Le C'était. pharaon, il nous remercie pour notre bienveillance et notre authenticité, il me dit. Hmm, Notre curiosité simple et saine. hmm. Tu le remercies du temps qu'il a pris pour nous? Ouais. Parfait. Lorsque tu es prête, Lisa, tu déconnecteras complètement. Mm. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi ce cycle. N'hésitez pas à commenter, à liker, et puis on vous dit à bientôt.